Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je te laisse la parole, Pascal, et moi, je vais quitter la scène pour te laisser la scène. Ok, donc je démarre, hein. Oui. Ah, je vois que ça commence à dire bonjour, donc c'est parfait. C'est bon, on peut démarrer. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux pour ce webinaire de lancement du concours IPHD. C'est la 3e édition de ce concours. Et donc, on va vous présenter l'ensemble des éléments, à la fois du processus et aussi, alors peut-être, Célia, si on pouvait passer au 2e slide, bon, ou c'est moi qui les passe. Ouais, c'est moi qui les passe. Et donc, on va vous présenter lors de ce webinaire l'ensemble des éléments sur le concours IPHD, périmètre, modalités de candidature et autres. Et puis, surtout, on va commencer à répondre à vos questions avec les témoignages de lauréats des années précédentes, à la fois de l'année dernière et puis de la première année, ce qui permettra de mettre les choses un petit peu plus en perspective. Donc pour démarrer, peut-être quelques éléments pour remettre le sujet en perspective. Ce concours IPHD, il s'inscrit dans le cadre du plan DeepTech. Le plan DeepTech, c'est un plan qu'a lancé l'État et que l'État a confié pour opération à BPI-France il y a bientôt 3 ans. L'ambition, c'est de mobiliser les travaux de recherche qui sont menés dans nos laboratoires de façon à apporter l'innovation et l'innovation de rupture jusqu'au produit, jusqu'à la société et pour ce faire régénérer notre tissu industriel. C'est un plan qui s'est ensuite renforcé dans le cadre des annonces qui ont eu lieu ces derniers temps avec France 2030, avec véritablement l'ambition dans de nombreux domaines de pousser l'innovation de rupture pour que le tissu industriel français soit le plus dynamique possible. Alors, dans ce schéma-là, les jeunes chercheurs ont un rôle très, très important à jouer. Vous êtes au cœur de cette innovation, puisque dans le cadre de vos travaux, vous allez construire cette connaissance, construire cette matière à partir duquel vont pouvoir se déployer ces nouveaux produits, ces nouveaux process, ces nouveaux procédés qui vont pouvoir répondre à tout un tas d'enjeux auxquels sont confrontées nos sociétés, hein, des enjeux bien sûr transition climatique, des enjeux de santé, mais aussi des enjeux sociétaux. Et ce que vous allez construire dans le cadre de vos travaux, ce sont des éléments, des briques qui vont permettre de trouver des solutions. Donc, on a besoin de vous et le concours IPHD s'inscrit dans cette dynamique-là puisqu'il va pouvoir vous accompagner sur ce premier pas. Si au travers de vos travaux, vous avez une idée, il y a quelque chose qui vous titille, eh bien, ce concours-là va vous permettre de voir si vous avez la fibre pour vous lancer, comment vous pouvez vous lancer, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être l'entrepreneur qui va porter les choses. Voilà, donc il y a de multiples façons, de multiples chemins. Et ce qu'on va pouvoir partager avec vous, c'est qu'en tout cas, si vous avez cette envie-là et si vous pensez que vos travaux de recherche peuvent avoir un impact dans la société, lancez-vous. Je vais laisser la parole à Marion, qui représente le SGPI et qui est le porteur de ce concours. Marion, est-ce que tu nous rejoins ? Je t'ai vu, mais tu as disparu. Voilà. Ma caméra ne marche plus comme par hasard au moment où je passe. Donc désolée. Oui, donc merci Pascal. Donc du coup, nous, le secrétaire général pour l'investissement, c'est vrai qu'on soutient les concours d'innovation depuis pas mal de temps. Pascal, elle vous a vraiment, puis ça va arriver, je crois David, Lucie vont vous parler vraiment du concours EPHD, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a une vraie dynamique de l'État sur le soutien à l'innovation qui commence aussi bien au niveau de la recherche et qui en fait va se poursuivre au fur et à mesure sur la conception, on va dire
du produit pour la mise sur le marché et le développement des entreprises. Donc, les concours d'innovation, ils ont un lien quand même, ils sont liés. Aujourd'hui, donc c'est ePhD, vous êtes peut-être des futurs lauréats ePhD, mais demain, vous serez peut-être des futurs lauréats eLab et des futurs lauréats Innov. Donc, on en a quelques-uns qui ont déjà fait, je crois, eLab Innov, il me semble, pas encore, on n'a pas encore eu le ePhD, eLab Innov, enfin, le triptyque, mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est de montrer que l'État soutient l'innovation tout au long du processus. Et donc ça, c'est quelque chose qui est finalement pour ePhD assez nouveau. Le plan Deep Tech a 3 ans. En effet, c'est la 3e édition du concours ePhD. On a déjà eu 72 lauréats, donc c'est bien. Mais pour vous donner un ordre d'idée, eLab, qui est le plus ancien, qui est depuis 99, il a plus de 3560 lauréats. Donc c'est énorme, avec voilà, pas mal d'entreprises qui se sont créées, plus de 2000, et le concours Innov qui arrive sur quand on a déjà une entreprise qui est déjà un peu avancée, il a déjà 450 lauréats. Donc voilà, en tout cas, l'État, via le programme d'investissement d'avenir, donc soutient vraiment la démarche et grâce aussi à BPI, aux équipes qui vont accompagner, parce que au-delà d'avoir un financement, sur les ePhD, il n'y a pas de financement, mais c'est un vrai accompagnement qui est hyper important, une valorisation en termes de communication. Enfin, voilà, il y a un gros travail de BPI France là-dessus, donc je les remercie à l'avance pour ça. Et donc voilà, donc on a hâte de connaître les pépites, comme on aime bien les appeler au PIA, les petites pépites françaises qui vont arriver, et on espère vous retrouver du coup pour certains en juillet prochain lors de l'annonce des lauréats. Merci Marion. Lucie, je te laisse la parole. Donc Lucie qui représente le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et vous allez voir que le MESRI, qui était à l'origine d'ailleurs des premiers concours d'innovation et d'eLab il y a plus de 20 ans maintenant, est un soutien très très fort de ces concours auprès de vos employeurs, de vos patrons de labo, de vos directeurs de thèse. Oui, merci beaucoup Pascal pour l'introduction. Oui, je suis ravie d'être parmi vous pour le lancement de la 3e édition du concours ePhD. ePhD, c'est un concours qui a été lancé par l'État pour soutenir les jeunes chercheurs qui souhaitent porter les résultats de leurs recherches en dehors du laboratoire et se lancer dans l'entrepreneuriat. En effet, la formation doctorale, c'est un moment qui est propice pour découvrir sa fibre entrepreneuriale. Les doctorants bénéficient de l'environnement stimulant des campus universitaires. Il est favorable à l'émergence de projets aux idées innovantes que vous allez devoir porter et défendre pour obtenir votre titre de docteur. En tant que doctorant ou de jeune docteur, vous avez développé des compétences que peu de gens développent à votre âge, telles que être indépendant, proactif, apprivoiser des difficultés et trouver des solutions. Pour moi-même venir de la recherche et être aujourd'hui dans l'administration, je sais qu'on ne se rend pas toujours compte quand on est au laboratoire de ces compétences, mais c'est vraiment une chance pour notre pays de vous avoir, et vous représentez un incroyable vivier de scientifiques capables de mener à bien des projets innovants, uniques et fortement différenciants sur la scène mondiale. Et ça, c'est très important pour notre pays. Contribuer au renforcement de la capacité nationale d'innovation et favoriser le lien entre la recherche, l'innovation et la formation, c'est au cœur des missions du ministère de la Recherche. La loi de programmation de la recherche y participe en élargissant davantage les passerelles publiques-privées et en renforçant le lien entre la recherche publique et l'économie, avec pour objectif d'atteindre d'ici 2030 500 startups de haute technologie créées chaque année, contre 200 à l'heure actuelle, d'après les chiffres de BPI France. Pour ce faire, nous savons qu'on peut compter sur nos chercheurs qui, au sein des universités, des organismes de recherche et des laboratoires, font germer les innovations de rupture, et aussi sur les acteurs de la valorisation qui accompagnent les chercheurs. On a de la chance en France d'avoir un écosystème qui est riche sur ce point, avec de nombreuses structures. Je pense notamment aux incubateurs, aux SAT, aux pépites, ainsi que les structures de transfert de technologie des universités et des organismes ou des écoles. J'encourage, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, mais j'encourage ceux et celles qui ne connaissent pas encore ces structures d'aller vous renseigner dans vos universités. Si vous avez un projet, elles sont là pour vous aider et vous accompagner. Donc, les femmes et les hommes qui participent à la création des innovations de rupture aujourd'hui en France sont là.
Et le rôle de l'État, c'est finalement de fournir les ressources et un environnement favorable pour permettre à tous ceux qui ont des idées de les transformer en réalité technologique transférable au monde socio-économique. C'est ce que le ministère de la Recherche s'attache à faire à travers l'approfondissement de la coordination au sein des sites entre les universités, les organismes, les écoles et l'ensemble des acteurs du transfert présents sur les territoires. Les pôles universitaires d'innovation, dont les 5 sites pilotes ont été annoncés il y a 2 semaines, sont au cœur de cet objectif. Cette structuration territoriale complète les actions que l'État a menées depuis une dizaine d'années avec le PIA. Elle permettra une action de proximité pour être au plus près du terrain. Donc l'État, comme l'a rappelé Marion, s'est engagé avec résolution dans le financement de l'innovation de rupture afin de permettre à notre pays de sauter le pas et d'impulser une dynamique que tout l'écosystème public et privé pourra ensuite alimenter. L'enjeu est de financer plus, mais aussi plus simplement en se concentrant sur des dispositifs qui fonctionnent. Les 2 premières éditions du concours ePhD ont vu le concours monter en puissance et s'ancrer au sein de l'écosystème d'innovation. En seulement 2 éditions, ePhD a su se faire reconnaître comme le concours national qui permet d'identifier les jeunes chercheurs portant des projets d'innovation prometteurs. Être lauréat du concours, c'est une formidable opportunité pour mettre en avant votre projet et ça va vous permettre d'avoir plus d'opportunités pour obtenir des financements publics et privés. Par ailleurs, pour ceux qui sont déjà dans un parcours entrepreneurial, il y a de fortes chances que vous bénéficiez déjà d'accompagnement auprès de vos organismes de transfert et de technologie. Mais le concours, ça va vous permettre aussi de tirer parti d'un accompagnement qui va plus loin, qui a pour objectif de faire mûrir votre projet, mais aussi de faire mûrir la place que vous souhaitez prendre dans ce projet. Parce que l'entrepreneuriat, finalement, c'est aussi une aventure humaine et c'est important de se sentir à l'aise dans son orientation et que vous puissiez créer le parcours qui vous convient pour porter votre projet. Je vous encourage donc à candidater au concours ePhD et puis à tenter l'expérience. Je vous remercie. Merci Lucie. Donc vous l'avez compris, on a confiance en vous et on attend beaucoup de vous. Vous avez autour de vous un écosystème qui est riche, dense, avec beaucoup d'acteurs. Et puis, il y a aussi beaucoup de moyens, que ça a été rappelé. L'État a mobilisé énormément de moyens que nous, on opère côté BPI France pour ensuite vous accompagner lorsque les entreprises seront créées. Voilà, donc plus rien ne doit vous arrêter pour vous lancer. David, je te laisse la parole pour entrer dans le vif du sujet. Oui, merci Pascal. Bonjour à tous. Donc, je suis l'adjoint de Pascal, David. Enchanté d'être là pour cette nouvelle année, cette nouvelle édition du concours qui est la 3e. Je vais vous présenter assez brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on voudrait quand même laisser aussi la parole aux lauréats des années précédentes. Vous allez voir, ils ont plein de choses hyper intéressantes à dire. Juste un petit détail, si vous voulez poser des questions et on y répondra, il y a un onglet questions qui est à côté du chat. Et ça permettra d'y répondre et on peut aussi voter pour les meilleures questions et les faire remonter on top, comme on dit. Alors, beaucoup de choses qui ont déjà été dites. On pense vraiment, et le concours ePhD qui s'inscrit dans le plan Deep Tech, parce qu'on pense que les startups Deep Tech sont au cœur de la nouvelle révolution de l'innovation. C'est elles parce qu'elles sont agiles, elles sont mieux soutenues par l'État et elles facilitent l'accès au marché de vos innovations. Et donc, c'est ces startups qui vont être capables de répondre à de grands enjeux sociétaux, mais aussi à des enjeux de réindustrialisation pour la France. Donc, voilà pour le gros cadre. Ce qu'on a aussi en tête, c'est que finalement, ces startups deep tech qui sont porteuses d'innovation, elles vont être portées par des jeunes chercheurs. Et il y a une dynamique formidable aujourd'hui chez les jeunes chercheurs. Un chiffre à retenir, il y a 43% des jeunes docteurs qui envisagent la création de startups comme une poursuite de carrière. C'est un changement majeur dans le monde de la recherche et ça prouve qu'il y a quelque chose qui se crée à travers cette jeunesse qui est dans les labos. Et puis surtout que l'ambition et les lauréats des autres années en parleront après moi,
d'avoir un impact sociétal est plus que jamais présente et colle parfaitement avec les grands enjeux de la deep tech. Et enfin, s'il y a 2 autres chiffres à retenir qui ont été dits par Lucie, le premier, c'est 500 startups par an. C'est l'objectif qui a été fixé par la loi. 500 startups deep tech par an à horizon 2030. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais l'État encourage complètement cette dynamique. Et puis, elle encourage beaucoup avec des moyens, puisque comme vous le voyez, il y avait 3 milliards d'euros qui avaient été mis dans le plan Deep Tech en 2019 et qui vont être réabondés à hauteur de 5 milliards d'euros par le plan France 2030 pour pousser ces startups à grandir et puis à devenir des pépites industrielles. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour que les jeunes chercheurs deviennent entrepreneurs. Il y a un changement culturel, il y a un contexte qui est favorable, et puis il y a une volonté de l'État de pouvoir pousser ça. Et donc c'est pour ça qu'on en vient tout de suite au concours IPHJ, parce que le concours IPHJ, ça peut être la première marche vers cette démarche entrepreneuriale. Le concours IPHJ, comme le disait Pascal, il a été créé dans le cadre du plan Deep Tech par l'État. Il est opéré par BPI France et il a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de montrer justement qu'il y a cette volonté publique de pousser les jeunes chercheurs à tester le potentiel de leur projet sur le marché. Et donc, pour ça, il faut se rapprocher de sa structure de valorisation, il faut vouloir créer sa start-up. Et donc, l'État veut encourager cette dynamique-là à travers le concours, aussi soutenir ces projets et donc leur apporter un accompagnement qui soit pertinent et qui leur permette de grandir. Et puis aussi, dans le fond, il y a aussi la volonté de créer une communauté des chercheurs entrepreneurs, des meilleurs chercheurs entrepreneurs de France, qui commencent à se former. Il y a déjà 73 membres et vous serez peut-être les prochains. Et parce qu'en fait, on est persuadé que finalement, en échangeant entre pairs sur vos problématiques, et c'est ce que nous disent tous les lauréats, ça permet aussi de pouvoir aller en reparler dans votre labo et puis sensibiliser derrière à l'entrepreneuriat. Donc finalement, faire des lauréats IPHJ des ambassadeurs de l'entrepreneuriat Deep Tech. Et pour conclure là-dessus, le concours IPHJ, finalement, je disais que c'était la première marche parce qu'après IPHJ, il y a 2 autres concours d'innovation qui sont portés par l'État et opérés par BPI France, qui sont très connus parce qu'ils sont plus anciens. Il y a le concours ILAB, donc au moment de la création de la start-up, et puis il y a le concours Innov vers la croissance de la start-up. C'est ce qu'on appelle le continuum de concours d'innovation sur le chemin de la croissance pour les entrepreneurs. Et IPHJ, c'est le petit frère ou la petite sœur. Les objectifs, ils sont ambitieux. C'est un concours qui a 3 ans. Donc, vous voyez, on a commencé avec 29 lauréats. L'année dernière, il y en avait 43. Puis cette année, on se dit qu'il y en aura une 50aine. L'objectif, c'est que chacun de ces lauréats, enfin, beaucoup de ces lauréats créent leur start-up et puis grandissent. Et puis en fait, on voit que c'est un concours qui devient de plus en plus national, puisque l'année dernière, on avait toutes les régions quasiment qui étaient représentées. Et puis là, cette année, on va essayer de faire en sorte que toutes les régions soient représentées. Donc, s'il y a des personnes en Normandie, puisque c'est la seule région où on n'a pas eu de dossier l'année dernière, postulez. Voilà, comme ça, ce sera un sans faute. Alors, pour être dans le vif du sujet, qui peut candidater ? Pour candidater au concours IPHJ, il faut être un jeune chercheur, c'est-à-dire être en 2e année de thèse ou avoir commencé sa thèse depuis plus de 3 ans à l'ouverture des candidatures. Avoir un projet qui est rattaché à un laboratoire de recherche, puisqu'en fait, votre directeur ou directrice de recherche devra signer votre dossier de candidature et avoir un accompagnement d'une structure de transfert de technologie. Alors, ce qu'on appelle structure de transfert de technologie, c'est une structure qui à la fois vous propose un soutien financier durant la durée qu'aura l'accompagnement, donc au moins entre 6 et 12 mois, et puis un soutien à la structuration du projet, c'est-à-dire qui vous soutient sur la propriété intellectuelle ou qui vous fait de la formation à l'entrepreneuriat. Si vous cochez ces 3 cases, n'hésitez pas à déposer votre dossier. Et puis en plus, vous verrez, et en fait, les lauréats IPHJ, c'est une communauté qui est très variée, et puisqu'en fait, vous vous rendez compte, et d'ailleurs, on aura Charlotte qui va témoigner tout à l'heure, mais qui est aussi même une lauréate en SHS, donc vous voyez, c'est très varié. On a une diversité à la fois sectorielle, géographique, donc avec quasiment toutes les régions qui sont représentées, et puis une mixité aussi qui est importante et qu'on veut encore faire augmenter, mais voilà, 37% de candidates et 35% de lauréates l'année dernière. Donc on veut, l'objectif et ce slide il est important parce que finalement la communauté des chercheurs entrepreneurs
des meilleurs chercheurs entrepreneurs français formés par ePhD, elle est variée sectoriellement, géographiquement et au niveau du genre. Et c'est important de pouvoir continuer à faire ça. Le parcours du candidat, c'est très simple. Là, vous pouvez d'ores et déjà télécharger sur le site de BPI France le dossier de candidature. C'est un dossier de candidature qui est plutôt simple à remplir, honnêtement. Voilà, il y a des éléments qui sont plutôt clairs, la description de votre projet, la motivation, une petite vidéo de présentation, mais maintenant tout le monde en fait, et une lettre de recommandation de votre structure de transfert de technologie. Ensuite, vous avez jusqu'au 22 mars pour la déposer sur la plateforme. Démarche simplifiée, mais tout est sur le site, hein, vous inquiétez pas, vous avez toutes les informations. Ensuite, il y a un jury qui est constitué d'entrepreneurs, d'investisseurs et de personnes de l'écosystème qui évaluent vos projets. Et enfin, vous êtes notifié au courant de l'été de la réponse du jury et vous participez à une cérémonie de remise des prix qu'on espère en physique cette année avec les lauréats des concours eLab et Innov. Et ensuite, dans la foulée, vous démarrez le programme d'accompagnement. Mais vous allez me demander qu'est-ce qu'il y a dans le programme d'accompagnement. Ça a déjà été dit, mais je vous le remets. Vous avez un accompagnement d'1 an pour mieux comprendre quel est votre mindset entrepreneurial et quel entrepreneur vous êtes. Donc, ça repose sur des expériences immersives, du mentorat, du coaching. Donc, vous allez voir, c'est passionnant et je pense que les lauréats des années précédentes en sont ravis et ils vont en témoigner juste après. On vous rend plus visible, donc on essaye de vous pousser dans des podcasts, dans des webinaires, sur des tables rondes, dans la presse. Vous portez la voix des PhD et des chercheurs entrepreneurs. Vous avez un soutien vidéo aussi pour mieux promouvoir votre projet. Et puis, last but not least, vous avez l'accès à une bourse French Tech de 30 000 €. Que vous ayez créé votre startup ou non. Alors, même si vous êtes une personne physique, vous pouvez avoir accès à une bourse French Tech de 30 000 € qui vous est réservée pendant plus d'1 an. Donc, c'est un accompagnement et c'est des prix qui sont très complets pour pouvoir vous lancer dans votre projet. On a des petits témoignages de personnes qui l'ont fait et qui ont adoré, mais je vous propose de les passer rapidement parce que dans le fond, on va en avoir juste après. Et je vais tout de suite pouvoir laisser la parole aux lauréats. Et je vais demander aussi à Célia de revenir sur scène puisqu'elle c'est elle qui va poser les questions. Vous n'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet et on aura une session de questions-réponses qui arrivera juste à la fin. Bonjour à tous. Rebonjour. Donc Célia, super. Hop. Bonjour Camille. Bonjour Camille qui était avec nous en fait aujourd'hui, donc lauréate de cette année, donc 2e édition du concours ePhD. Et donc Camille, toi tu portes en fait le projet YumiPep, c'est ça, YumiPep. C'est ça. Et tu t'es attaquée en fait au cancer bronchique. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, nous parler en fait de ton aventure, s'il te plaît? Mais bien sûr. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de femmes derrière ces 116 participants et un peu plus qui va arriver. Moi, je m'appelle Camille Granet, j'ai 27 ans, je suis docteur en biologie cellulaire depuis avril 2021 maintenant. Et pour vous faire juste un bref résumé, j'ai fait mes études, une partie de mes études à Poitiers, une autre partie en Angleterre pendant quelques années. Et ensuite, j'ai décidé de faire le choix de revenir sur ma terre natale, donc le Limousin, pour faire ma thèse. Donc, j'ai intégré la faculté de médecine de Limoges et j'ai fait ma thèse qui portait sur caractériser un mécanisme spécifique au cancer du poumon. Bon, ça s'est bien passé. Et puis les mois ont passé, les années ont passé, 1 an et demi pour être précise. Et on a fait une découverte. Bon, la découverte, comme à peu près toute découverte, était inopinée, mais fructueuse. Et en fait, elle permettait de développer un élément spécial qui pouvait être utile dans l'arsenal thérapeutique actuel pour le traitement du cancer du poumon. Donc là, c'est poser une question cruciale, que vous posez peut-être d'ailleurs derrière votre écran. 2 options. Qu'est-ce qu'on fait de cette découverte? Première option, est-ce que ça va faire comme toute recherche fondamentale, c'est-à-dire vous allez apporter une brique dans l'édifice de connaissances, qui est super, hein, parce que vous allez pouvoir publier, vous allez pouvoir être lu par vos pairs, et ça va être top. Deuxième option, et c'est celle que j'ai choisie, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, quand la recherche devient plus appliquée, concrète, lorsqu'elle répond à un besoin, dans mon cas médical, mais ça peut être écologique ou sociétal, on pourrait se dire, est-ce qu'on garde ce projet? Est-ce qu'on n'a pas juste envie de s'arrêter en PhD, ensuite de partir sur un autre en postdoc ou ailleurs? Et c'est donc l'option que j'ai choisie parce que j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de continuer ce projet
et surtout de mener le plus loin possible pour essayer d'apporter une solution au lit des patients. Et c'est pour ça que dès ma deuxième année de thèse, j'en ai fait 3 et demi, on s'est rapproché. Quand je dis on, c'est moi, mais je suis évidemment pas seule, comme vous. J'avais des directeurs de thèse, directrices, et on s'est rapproché d'une cellule de valorisation locale, la Brûle, et Aliénor Transfert. Et ensemble, on a monté tout ce petit cheminement, et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Camille, est-ce que tu as déjà eu un retour sur ta participation au concours IPHD? Est-ce que ça t'a déjà apporté quelque chose, sachant qu'on a commencé en fait l'accompagnement, on va dire, on a fait un kick-off de lancement, un kick-off en octobre, début octobre. Ouais. Franchement, oui. Donc ça fait que 2-3 mois, ça peut paraître très optimiste, mais finalement, c'est totalement réaliste, et je vous le dis avec le plus de transparence et d'honnêteté possible. Ça compte, et ça compte énormément, que ce soit dans votre projet, donc professionnel, ou dans l'aspect un peu plus individuel. Parce que finalement, vous posez des questions, d'ailleurs, vous ne savez même pas trop les questions, parce que vous n'êtes pas forcément capable de les formuler, et en fait, l'accompagnement, que ce soit au travers de coaching individuel ou collectif, ou effectivement à ce temps fort qu'on a eu en octobre, et qui était top, en fait, vous allez essayer en tout cas de répondre à 3 questions. Comment vous avez envie d'orienter votre projet, avec quoi et avec qui vous avez envie de l'orienter, et dans quel but. Et en fait, ces questions qui peuvent paraître ultra simples au moment où je vous les pose, ne le sont pas du tout, et je vous invite à vous le poser. Si vous êtes derrière votre écran aujourd'hui, c'est que vous avez une petite idée de projet. Donc vraiment, ça aide surtout sur ce point, sur donc, la structuration du projet, mais vraiment au sens très large du terme. Parce que finalement, vous quittez votre casquette de chercheur, et vous avez multi-casquettes. C'est le paradis des casquettes. Et en fait, vous allez jongler entre ces casquettes, et IPHD et le concours va pouvoir permettre d'avoir des clés en main pour vraiment pouvoir mener à bien ce projet. Donc pour le moment, j'en tire que du positif. Il en reste 10 mois, 8 mois. Donc je compte bien en retirer du positif aussi. Super. Et dernière question, du coup, Camille, est-ce que tu aurais un conseil à partager aux futurs candidats? Postuler. Premier conseil, postuler. Essayez, avant de postuler, quand même, de vous poser la question de pourquoi vous voulez faire ça. C'est pas, vous avez vu la lumière dans une pièce et vous y rentrez. Non. Il faut quand même que vous ayez une idée de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Est-ce que vous voulez quitter ce monde académique? C'est pas forcément une rupture franche et complètement définitive. Mais il faut quand même que vous posiez cette question. Et un conseil, vraiment pour moi, qui est prépondérant, c'est que le concours IPHD, et notamment la BPI, est parvenu à faire ce que je trouve qu'il manquait aux jeunes chercheurs, c'est-à-dire créer un lieu d'échange, et que ce soit en direct entre humains ou en distanciel. Le lieu d'échange, c'est absolument crucial, parce que vous vous nourrissez des écueils des anciens, pour les anciens lauréats, ou même des camarades, en fait, parce que finalement, vous gagnez, vous êtes lauréat, mais vous êtes plus seul derrière votre écran. Vous faites partie d'une communauté. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de profiter à fond de tous ces liens tissés entre la communauté, avec les personnes avec qui vous échangez, avec les pays ou avec les autres intervenants, mais également avec vos camarades, parce que vous avez fort à apprendre des autres régions de France et des autres projets, même si ce n'est pas forcément dans votre thématique, ça reste deep tech, ça reste de l'innovation. Donc peu importe si vous êtes dans la santé et que vous parlez à quelqu'un qui est dans un aspect un peu plus écologique ou autre, vous avez des choses à apprendre. Il ne faut surtout pas perdre cette envie d'apprendre. Merci beaucoup, Camille. Merci énormément. À bientôt. À bientôt. Alors, Émile, je t'invite à nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Alors, Émile Roussel, toi, ton projet, c'est ChemRes. Et du coup, tu as axé en fait tes recherches sur les phénomènes de multirésistance à la chimiothérapie. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, complètement. Alors, pour faire un petit historique, moi, je suis docteur en chimie médicinale et je suis porteur du projet ChemRes, donc. Et j'ai fait ma thèse à Grenoble entre 2016 et 2019. Et pendant cette thèse-là, j'ai eu des résultats qui étaient intéressants, qui étaient valorisables. Et donc, je me suis rapproché de ma cellule de valorisation de l'université et j'ai fait une déclaration d'invention qui a abouti ensuite à un brevet. Ce brevet a ensuite été publié. Là, en ce moment, il est en extension pour sa protection au niveau international. Et donc ça, c'était en deuxième année. Et en troisième année, pendant que j'étais en train de rédiger, j'ai obtenu un accompagnement de la SAT Linxium de Grenoble, qui est la SATT du territoire grenoblois.
Et ça m'a permis d'avoir un accompagnement. Donc, une semaine après ma soutenance de thèse, j'ai pu démarrer cet accompagnement et j'ai pu démarrer le processus de valorisation qui se déroule en 3 grandes phases. On a la première phase qui est la phase de prématuration, ensuite on a une phase de maturation et ensuite la dernière phase, c'est la phase d'incubation, qui est la dernière phase juste avant la création de l'entreprise. Donc, depuis octobre 2019, je suis en train de valoriser ces résultats avec la SAT. Donc, aujourd'hui, je suis en incubation. En septembre prochain, on aura la création de la startup. Et en fait, ce processus me permet d'avoir, d'une part, des financements, un accompagnement pour ensuite engendrer des données technologiques, des données marchés, des données pays pour faire grossir justement ce projet et préparer la création de l'entreprise. Et donc, le projet ChemRes, c'est Chem pour Chemothérapie et Res pour Restore. C'est un projet qui vise à apporter une solution efficace et non toxique aux patients qui souffrent de phénomènes de multirésistance durant leur chimiothérapie. Aujourd'hui, on estime que 50 à 90% des chimiothérapies présentent des échecs à cause justement de ces phénomènes de multirésistance. Et le projet ChemRes vise à contrer l'efflux des anticancéreux par des pompes d'efflux qui sont exprimées par les cellules tumorales. Et en contrant cet efflux, on espère pouvoir retrouver l'efficacité maximale des chimiothérapies. Et donc, ce qu'on attend, c'est une diminution des effets secondaires et ou indésirables, une diminution des coûts et des traitements, du coût et de la durée du traitement par chimiothérapie, et bien sûr, une augmentation des chances de rémission pour le patient. Et donc, aujourd'hui, en incubation, on cherche à démontrer l'intérêt de son utilisation en combinaison avec des chimiothérapies qui présentent des risques d'efflux, pour justement faire gonfler toutes ces packs d'efficacité qui sont nécessaires ensuite pour faire des levées de fonds et pour asseoir la startup dans son environnement. Merci. Émile, j'ai une question en fait. Tu as porté ce projet, tu portes ce projet et du coup, je sais que tu t'es posé la question de est-ce que tu voulais être CEO ou CTO et un grand chamboulement en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait une thèse. Moi, je sors de thèse. Je suis porteur d'un projet, donc je vais naturellement vers la position de CTO parce que j'ai une casquette de scientifique. Le CTO, c'est celui qui va gérer dans la startup toute cette partie technologie, innovation. Et donc, je m'étais dit, vas-y, je vais dans le CTO, je me positionne en tant que CTO, c'est là qu'est ma place. Et finalement, grâce à ePhD, en parlant avec des gens, en discutant avec des CEO, en ayant des retours d'expérience aussi de CEO ou de personnes qui avaient créé des startups, je me suis rendu compte que CTO, c'était pas vraiment la place que je souhaitais, mais que le CEO, c'était une place qui allait me plaire parce que j'avais envie en fait de défendre ce projet. Le projet ChemRes, c'est mon projet. J'ai envie de le défendre, j'ai envie d'incarner ce projet-là sur scène, que ce soit devant un public ou devant des investisseurs. J'ai envie que ce soit moi qui l'incarne. Et donc, je me suis dit que si je restais en tant que CTO, j'allais être quelque part frustré parce que ma vision, la vision que j'ai de ce projet-là, de la startup, il n'y a que moi qui peux l'avoir et il n'y a que moi qui peux la mettre en place. Et donc, j'ai décidé de changer et de me positionner en tant que CEO. Ok. Dernière question. Tu as déposé donc ta candidature l'année dernière. Est-ce que tu as eu des difficultés à la déposer ou pas du tout? Ça a été très simple. Je parlerai pas de difficultés, mais juste au niveau, je sais que nous, on avait un paragraphe sur les motivations. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais au niveau des motivations entrepreneuriales et des motivations personnelles, c'est un paragraphe qui peut sembler assez simple à répondre, notamment à la question de pourquoi on fait ça, quelles sont nos motivations. C'est une question qui est très simple, mais la réponse est très compliquée à avoir vraiment parce que c'est quelque chose qui nécessite une connaissance de soi, au fond de soi-même. Pourquoi on se lance dans un projet? Généralement, la question qui vient, c'est parce que j'aime ça ou c'est parce que j'ai fait ma thèse dessus, du coup, je vais continuer ou c'est j'ai envie de faire de l'argent. Et en fait, ça, c'est pas vraiment des motivations, c'est plutôt des conséquences. Et donc, pour répondre à ces motivations, il faut vraiment faire un travail sur soi de pourquoi on fait ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous anime au fond de nous. Et trouver cette chose qui nous anime au fond de nous, ça nécessite vraiment un travail sur soi-même qui peut être long. Aujourd'hui, moi, je l'ai pas encore trouvé complètement, mais je sais que je suis sur la bonne voie et du coup, voilà, il faut prendre un peu de temps pour répondre correctement à cette question-là. Enfin, il n'y a pas de réponses qui sont correctes ou non, mais la réponse la plus juste est celle qui vous correspond le plus.
Merci Donc beaucoup. voilà. Ah, j'ai une question pour toi, Émile. Est-ce que ton brevet appartient à l'université? Et si oui, est-ce qu'il doit être acheté par la start-up pour l'utiliser? Alors, oui, le propriétaire, c'est l'université, parce qu'on est salarié. Enfin, quand on est thésard, on est salarié de l'université. Et donc, le brevet appartient à l'université, mais ce brevet, ensuite, avec la SATT de l'INSEAM, c'est l'INSEAM qui récupère ce brevet-là. Il y a des accords cadres entre l'université et la SAT. Donc maintenant, le brevet est à la SAT l'INSEAM, et moi, pour l'exploiter, je vais devoir racheter ce brevet-là à la SAT. Je sais que la SAT l'INSEAM, c'est un modèle un peu particulier. Toutes les SATT font pas ce type de modèle-là, mais là, pour le moment, le propriétaire, c'est bien l'université. Ensuite, ça a été la SAT. Et moi, pour exploiter ce brevet au moment de la création, je vais devoir racheter petit à petit ce brevet-là, avec une sous-licence exclusive. Merci beaucoup, Émile. Et écoute, dernière petite question, si tu as un conseil pour les futurs candidats. Ouais, alors mon conseil, ce serait de pas... Pour moi, il ne faut pas craindre d'avoir peur. Je sais que lorsqu'on se lance, quand on est en thèse ou alors qu'on arrive en fin de thèse et qu'on se dit j'ai la chance d'entreprendre, mais par contre, je ne sais rien de ce métier-là. Parce que c'est vrai, moi aujourd'hui, j'en sais un peu plus, mais quand je me suis lancé, je ne savais rien. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est inné chez nous. On sort de nos paillasses, on sort de nos bibliothèques. C'est quelque chose qui est nouveau et c'est normal d'avoir peur. Mais il ne faut pas craindre d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur puisque c'est inconnu. Et ePHJ, ça permet, là où on se sentait seul avant, et ben, de rencontrer des gens qui sont finalement dans le même bateau, qui eux aussi entreprennent sans trop savoir. Ils sont comme nous. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment rassurant parce que là où avant, on avait peur d'être tout seul, d'entreprendre en ayant peu de connaissances dans ce domaine-là, ben, on se retrouve avec des gens qui sont comme nous et qui parfois sont un peu plus loin que nous. Et donc, on peut prendre de leur expérience. Et donc, voilà, mon conseil, c'est de ne pas craindre d'avoir peur. Super, sur ces belles paroles, je te dis merci beaucoup, Émile, et à bientôt. Ciao, ciao. Je vais continuer, du coup, les retours d'expérience avec Charlotte. Est-ce que tu peux nous rejoindre? Charlotte et Carla. Tu peux aussi te connecter en même temps, Carla. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et bonjour Carla. Bonjour. Alors Charlotte, donc toi, tu es porteuse du projet Langue Action, qui est en fait une offre de formation autour du diagnostic des troubles de la langue des signes. Donc pareil, le même exercice. Est-ce que moi j'ai fait un résumé mais en quelques mots. Je pense que le projet est beaucoup plus complexe que ces quelques mots, donc vas-y, c'est à toi. Non, mais c'était un excellent résumé parce qu'il y avait tout. Voilà, on a développé des outils pour évaluer évaluer le niveau linguistique en fait en langue des signes, donc française, italienne et catalane. Et ça peut permettre en fait de tout simplement diagnostiquer si la personne en face a un trouble du langage, par exemple suite à un AVC ou quelque chose comme ça. Et ces outils, c'est très bien, on les a développés. Mais maintenant, il faudrait bien qu'on les utilise pour que les personnes concernées puissent être soignées tout simplement. Et donc pour ça, j'ai décidé de créer Langue Action pour faire les formations des professionnels de santé pour qu'ils utilisent ces outils. Et quel est ton parcours, Charlotte? Comment tu en es arrivée là? J'ai un parcours dans la recherche. J'ai fait de la linguistique et des sciences cognitives, et puis j'ai fait mon doctorat donc sur la linguistique de la langue des signes française. Et pendant ce doctorat, on m'a proposé de participer à un projet de recherche qui s'appelait le Sign Hub, où on a justement on développait ces tests de diagnostic des troubles du langage. Et là, je me suis dit, ça, c'est vraiment trop chouette parce que ça a une vraie utilisation ensuite pratique. Et du coup, la fin de mon doctorat approchait et j'étais en train de me dire, bon, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je vais en postdoc et j'essaye d'en faire plein et de me trouver une place ensuite peut-être dans une université, mais bon, c'est un peu compliqué. Ou est-ce que je me trouve une place dans le privé? Mais c'est pareil, en tant que linguiste, on n'a pas les mêmes possibilités qu'en tant que physicien. Et puis, du coup, ces questions, ça restait en tête. Et je me suis dit, il y a un moment, c'est soit je crée mon opportunité, soit j'aurai rien. Donc, j'ai décidé que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat,
Je ne savais pas trop comment m'y prendre, honnêtement. Et puis, j'ai vu passer un appel après maturation de PSL qui disait vous avez un projet d'entrepreneuriat issu de la recherche, contactez-nous. Et donc, je les ai contactés et j'ai bien fait. C'est eux qui ensuite m'ont parlé de iPhD et m'ont permis ensuite de postuler au concours. Justement, en fait, j'allais te poser la question quelle était ta première rencontre avec Carla, mais c'est cool, tu as répondu. Mais du coup, bonjour Carla. Carla, donc, tu es directrice adjointe innovation donc, côté université PSL. Et c'est donc toi qui as lancé en fait cet appel à candidature pour aller chercher Charlotte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. On a fait cet appel et depuis, on ne l'a pas lâché à Charlotte. On va continuer à l'accompagner. Donc, en effet, moi, je travaille dans la direction innovation et entrepreneuriat de l'université PSL. Donc, c'est la structure qui est dédiée à la valorisation de la recherche et l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour les étudiants et les chercheurs de PSL. Donc, elle s'adresse à deux cibles. Donc, il y a deux équipes. Une équipe qui s'occupe de l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, il y a un panel d'actions, d'accompagnement, de formation et d'incubation, même accompagnement financier pour les étudiants qui sont entrepreneurs ou qui ont un projet de création d'entreprise. Et aussi, il y a une autre équipe, un autre pôle qui s'appelle PSL Valorisation, qui est la structure de valorisation de la recherche et donc qui couvre, nos actions couvrent toute la chaîne de l'innovation qui commence par la détection de l'idée, la sensibilisation, la formation, la maturation des projets et puis le transfert vers le monde socio-économique avec un modèle privilégié qui est la création d'entreprise. Et même au-delà de la création d'entreprise, on a des actions d'accompagnement. Et avec tout ça, en fait, on a développé récemment une chaîne de financement pour accompagner les porteurs de projets, quel que soit le degré de maturité et l'avancement de leur projet. Et donc, si je parle de ces deux pôles-là, parce que les jeunes chercheurs, donc en fait les doctorants et jeunes docteurs, peuvent bénéficier des actions des deux côtés, puisqu'ils ont ce côté, on va dire, étudiant en thèse et puis quelques années après la thèse, et puis aussi parce qu'ils sont chercheurs et ils bénéficient des actions de valorisation de la recherche. Et donc, cette cible, elle est très, très importante pour nous, en fait, la cible jeunes chercheurs. On a développé tout un panel d'actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement pour toutes les raisons que Pascal a données et Lucie aussi du ministère qui a donné, parce que c'est là où les gens, enfin vraiment, c'est une cible où il y a la prise de risque, où on veut tester ce que ça donne l'impact de la recherche et parce que aussi, on va dire, il y a une question d'employabilité et les gens, ils se disent, on va pas tous trouver un poste de permanent, de chercheur permanent dans les labos et donc pourquoi je ne prends pas en main mon futur et décider de ce que je veux faire et être en contrôle de ce que je veux faire. Voilà. Et donc, du coup, en effet, c'est dans le cadre de nos projets de prématuration que Charlotte, qu'on a contacté, que Charlotte nous a contacté et puis qu'on a accompagné son projet. Et du coup, Carla, tu l'as aidée dans son dépôt de candidature ? Tout à fait, avec l'équipe, notamment Inès qui est chargée de l'accompagnement des startups. En fait, on l'a aidé à compléter son dossier. On l'a pas fait à sa place, donc ça c'est important. Donc du coup, c'est juste lui donner des idées de ce qu'il faut faire et sur quel point il faudrait qu'elle réfléchisse. Mais en effet, le dossier, il est simple, il faut pas en avoir peur. David l'a dit, mais il faut avoir les idées claires. Il faut pas faire ça d'une manière négligée. Mais donc voilà, l'aider à poser les bonnes questions et après, voilà, je veux dire, à l'accompagner. Une fois qu'elle a reçu, on va dire, la réponse et qu'elle est lauréate et même Grand Prix, on était ravis et du coup. En complément de l'accompagnement dans le cadre d'iPhD,
donc tout ce que vous avez pu présenter, nous, du coup, on essaie de l'accompagner à compléter, en fait, on complète cet accompagnement par des choses peut-être qui sont pas couvertes, et puis aussi du côté financier aussi, peut-être dans le cadre de Charlotte, pour payer par exemple des prestations, pour payer une formation complémentaire, etc. Donc du coup, c'est à la carte, on va dire, l'accompagnement en fonction de porteurs de projet. Du coup, c'est assez complémentaire. C'est ça qui est intéressant aussi pour Charlotte. Tout à fait, c'est complémentaire et puis ça rentre exactement dans la finalité des actions qu'on propose à nos jeunes chercheurs en fait. Et le concours IPHD va les mettre vraiment en lumière, il va les mettre vraiment déjà à tester sur le terrain et puis mettre leur projet en lumière et ils se disent là, c'est sérieux ce qu'on fait en fait. Il faut, voilà, ce n'est plus qu'une idée. Ce n'est plus juste une idée. Charlotte, tu as donc du coup aussi assisté en fait au kick-off de l'accompagnement du concours IPHD, donc un des prix en fait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as déjà senti en fait déjà les premiers retours en fait du prix que tu as eu? Vraiment, je trouve ça hyper positif. C'est-à-dire que je reviens sur ce qu'avait dit Émile, je crois, en disant qu'il ne fallait pas avoir peur de se lancer, etc., peu importe le niveau de maturité. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que moi, je suis venue avec une idée un peu brouillon en me disant ça pourrait être bien. J'ai Carla qui me fait confiance et qui, avec son équipe, ils sont hyper flexibles et ils me disent mais tu pourrais faire ça, tu pourrais bénéficier de ça, etc. Donc l'idée brouillon, elle se fait un peu plus accompagner, un peu plus étayée. On se dit tiens, ça pourrait se faire. Et après, il y a le kick-off de IPHD où là, on se sent mais pris en main avec des gens qui vous tiennent la main, qui disent tu vois ça, mais c'est pas compliqué en fait, tu vois, c'est très simple, on va le faire ensemble, ne t'en fais pas. Et là, en plus du kick-off, il y a eu aussi donc les ateliers de coaching et donc le kick-off, c'était une première entrée en matière. On n'est pas tout seul, on va être accompagné et il y a tout ça à savoir, mais c'est très facile, j'ai envie de dire. Et là, il y avait les coachings en plus qui m'ont aidé à reformater mon idée pour qu'elle devienne quelque chose de concret. Et là, ça m'a fait gagner beaucoup d'assurance dans la réalisation de mon projet. Donc, c'est pour ça que je suis hyper enthousiaste, j'en parle, parce que maintenant, j'ai plus peur d'en parler, justement, de mon projet. Super. Charlotte, il y a une proposition en fait pour toi dans le chat. Donc, Akpo Dieudonné te dit bonjour, j'ai fait une thèse en linguistique aussi et je souhaiterais échanger avec vous. Donc, si tu veux, tu peux échanger quelques mots sur le chat pour peut-être aider cette personne. Et sinon, merci beaucoup Charlotte et merci beaucoup aussi à toi Carla. Et voilà, je vais proposer du coup à Sohaib de prendre votre place. Bonjour Sohaib. Bonjour tout le monde. Alors Sohaib, moi je suis super contente aussi que tu sois là pour la partie en fait retour d'expérience parce que tu es quand même un des lauréats de la première édition du concours IPHD. Donc ce qui fait qu'on va vraiment montrer, enfin tu vas nous montrer en fait l'évolution qu'on peut avoir quand on est un vieux lauréat du concours IPHD. Donc toi, tu es porteur du projet Entreview, mais peut-être que tu n'es même plus porteur, tu as sans doute créé ta startup, enfin tu vas nous en parler. Et donc toi, tu étais vraiment axé sur le diagnostic des batteries lithium. Je fais aussi un résumé qui est extrêmement court et sans doute très peu fourni par rapport à la complexité de ton projet. Donc je te laisse la parole pour nous le présenter. Oui, donc comme tu l'as dit, je suis un vieux de la vieille maintenant, donc voilà, même un habitué, je dirais. Et donc, en fait, oui, donc moi, je suis pas porteur maintenant, je suis start-upper. Hein, donc, j'ai créé la start-up donc maintenant, on dit start-upper. Au début, quand on m'a dit entrepreneur, je trouvais ça bizarre. Maintenant, on me dit start-upper. Après, on s'habitue. Et donc, ça a été créé en juillet, donc c'est assez récent. Je suis plus tout seul, on est 3 de manière à temps plein sur le projet. Donc voilà.
bon, je vais commencer très rapidement. Ce qui est rapide, ce qui est important vraiment, c'est l'équipe. Hein, c'est s'entourer. C'est vrai que j'ai entendu CEO, CTO, c'est des questions que je me posais. Mais plus que ces questions-là, c'est avec qui je m'entoure en fait pour combler un petit peu mes manques. C'est surtout ça en fait. Parce que moi, aujourd'hui, je suis officiellement CTO de la startup, mais je fais beaucoup de com. Hein, et puis, ça ne veut pas dire que je suis le numéro 2 ou je suis le numéro 1. C'est vraiment en fonction des personnes, en fonction des projets. Le but, c'est vraiment d'apporter sa valeur ajoutée pour que le projet avance. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Donc là, je vais refaire un retour en arrière. Je vais dire un peu comment ça a commencé. Donc moi, ça a commencé avec la SAT Linxium. Donc je suis de Grenoble aussi. Donc voilà. Et donc ça a commencé pendant ma thèse. Donc c'était même avant ma thèse, mais bon, là, ça je vais pas trop en parler. Mais pendant ma thèse, voilà, moi j'étais quelqu'un en fait qui voulait faire sa startup depuis mon école d'ingénieur. En fait, c'était bien avant ma thèse. Et donc durant ma thèse, j'ai fait en sorte d'orienter un petit peu mes recherches vers quelque chose d'appliqué pour justement potentiellement pouvoir lancer une activité là-dessus. Et donc, c'est comme ça que j'en ai parlé à mes encadrants. Mes encadrants m'ont dit d'aller voir l'université. L'université m'a dit d'aller voir la SAT. Et puis, à partir de là, j'ai fait le parcours un peu classique, maturation, incubation et au final, incubation. Et donc, c'était pendant, je crois, mon incubation, ma maturation, parce que ça fait 2 ans que j'ai candidaté à APHD. Et voilà, donc, j'ai été lauréat de la première promotion à PhD. Donc, on a essuyé les plâtres. Non, je rigole, c'était très bien. et donc, en fait, ça s'est très bien passé. Et moi, ce que je retiens avec le recul, ce que m'a apporté APHD, clairement, c'est la visibilité. Voilà, la visibilité, en fait, voilà, il y a pas mal de com autour de nous. On se sent aussi beaucoup plus légitime, justement, à entreprendre. Donc, ça aussi, c'est pas mal. D'avoir aussi le support un petit peu de l'État. Voilà, on n'est pas... C'est quelque chose que l'État a envie de développer, c'est-à-dire des docteurs qui entreprennent. Donc, je ne vais pas dire que c'est facile, hein. C'est pas si facile que ça. Mais voilà, il faut vraiment choisir aussi, comme ça a été dit, si on veut faire de l'académique, si on veut travailler dans l'industrie, si on veut se lancer, se poser les bonnes questions, faire une introspection. Donc ça, c'est tout ce qui a été dit. Là, je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment aller là-dessus. Et puis, il faut foncer. Donc, il n'est jamais trop tôt pour faire quelque chose. Ça, je m'en suis rendu compte quand on fait une start-up. C'est-à-dire, moi, quand on m'a dit d'aller chercher quelqu'un, un CEO, j'ai dit, c'est trop tôt, il n'y a quasiment rien dans le projet. En fait, c'est pas vrai du tout. Il y a déjà pas mal de choses. Hein. Donc, j'avais déposé un brevet et compagnie. Et en fait, j'ai eu plein de propositions de personnes qui voulaient travailler avec moi, alors que c'était tout à fait au courant de la maturité du projet. Et donc, c'est ça la start-up, c'est construire les choses alors qu'on n'a pas toutes les clés en main. Et ça, c'est quelque chose de récurrent qui arrive tout le temps. Et donc, il ne faut pas hésiter à y aller, en fait, même si on a l'impression, parce que nous, on est des scientifiques, on aime bien que tout soit carré, on fait un peu de manière séquentielle, on sécurise ici, on avance. Et la startup, ce n'est pas vraiment ça. On pense que là, c'est bien, on va y aller, et on voit si ça tient. Voilà. Puis ça ne tient pas, on essaie de trouver une autre route. Donc c'est vraiment ça, la startup, et ce n'est pas que dans le domaine techno. Hein. Donc là, vous êtes beaucoup dans le techno, ce qui est normal, en fait, parce qu'en fait, on vient du monde scientifique, mais très vite, en fait, il faudra se poser des questions de marché, de finance, ce genre de choses, ce qui prend une grande partie de mon temps, hein, je ne vais pas le cacher. Donc, plus ça va, moins je fais de technique pure et dure, hein, même si, comme je suis CTO, c'est toujours moi qui planifie la stratégie. Donc voilà, c'est un petit peu, pour faire un résumé rapide. IPHD, ça m'a apporté la visibilité et la légitimité. Et ce que je commence à trouver vraiment important, c'est vraiment l'équipe. Hein. C'est les personnes avec qui on s'entoure. C'est hyper important. Donc moi, je ne dis plus mon projet. Je dis le projet de tout le monde en fait dans la boîte parce que je suis plus tout seul et tout le monde est là sur le pont à travailler pour la startup. Et donc voilà, je peux plus trop dire mon projet à moi parce que c'est plus vraiment mon projet, c'est le projet de tous ceux qui sont dans la boîte. Voilà. Et Souhaib, ton projet, donc votre projet à tous, vous travaillez sur des batteries lithium, enfin même sur du diag de batterie. Est-ce que, c'est un peu intriguant. Pourquoi tu as voulu en fait travailler sur ce sujet-là? D'accord. Donc ton constat et comment, voilà. Voilà, donc moi, ce que j'adore, hein, personnellement, ce qui me motive, c'est l'innovation. Donc l'innovation, ce que c'est partir de l'invention. Voilà. Donc l'invention, ce n'est pas l'innovation. L'invention, c'est ce qu'on fait pendant notre thèse, c'est ce qu'on fait en laboratoire. Et pour innover, en fait, il faut apporter cette invention au marché. Et ça, c'est l'innovation. Donc innover, c'est aller chercher des fonds, c'est monter une équipe, c'est convaincre, c'est tout ça innover, c'est continuer à développer la techno pour qu'elle soit utilisable par d'autres personnes, voilà, dans la vraie vie. Et donc c'est ça, innover. Et ça, c'est ce que moi j'adore faire, voilà. Et donc c'est pour ça que je fais une start-up. Et donc moi pendant ma thèse, je travaille sur les batteries. Donc ça, c'était un petit peu un hasard le fait que je travaille sur les batteries. Et puis en fait, au fur et à mesure, en fait, les batteries,
c'est quelque chose que quand même est un peu partout. Donc, on a tous déjà dans nos téléphones portables. Et bientôt, en fait, ça va être beaucoup plus présent avec les véhicules électriques. Donc, c'est un marché qui est en pleine explosion. Ça aide beaucoup, hein, clairement, quand on fait une start-up, d'avoir un marché qui est en train de monter de manière exponentielle. Et donc, en fait, les batteries, même si ça fait très longtemps qu'on en a, en fait, c'est un système qui est assez mal connu en vrai. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des départs de feu, on a des explosions. On ne sait pas trop, en fait, l'état de charge, même quand on regarde dans le téléphone, au bout d'un moment, il n'est plus très précis, parce qu'en fait, voilà, c'est un système chimique au final, électrochimique, pour être précis. Et ce n'est pas si simple que ça de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, nous, ce qu'on fait pour faire simple, c'est qu'on mesure l'entropie. Et pour faire encore plus simple, en fait, on va mesurer la température qu'on va analyser de manière plus fine que ce qui se fait déjà. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment aller chercher la température, le courant et la tension de la batterie et pouvoir mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la batterie. Et donc pouvoir mieux estimer son état de santé en général et pouvoir prédire comment la batterie va évoluer dans le temps. Donc ça, c'est hyper important pour pas mal d'acteurs sur le marché. Hein. C'est-à-dire même pour les... Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'usines de batteries qui voient le jour en Europe parce que justement, il va y avoir un marché qui est colossal qui arrive. Et donc, il y a pas mal de projets. Il y en a 2 en France ou 3 d'usines de batteries, donc des gigafactories, comme dirait Elon Musk. Et ces usines-là, en fait, ils ont besoin de caractériser leur batterie de manière fine à la fin de leur chaîne de production. Et nous, on se positionne aussi là-dessus. Voilà, c'est vraiment mieux comprendre la batterie en général. Et ça, c'est une des applications possibles de la technologie. Donc ça aussi, c'est un autre aspect de ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une technologie. Voilà, donc en fait, on ne sait pas trop si le marché en a besoin ou pas. Et notre travail aussi au début, c'est vraiment d'aller, en tout cas pour mon projet, hein, après, ce n'est pas différent d'un projet à un autre, hein, parce que dans le médical, c'est un peu différent, par exemple. Et en gros, il faut aller explorer le marché. C'est-à-dire que voilà, j'ai une techno et je vais parler à plein de gens dans l'industrie qui, je pense, peut-être intéressés. Et là, je vais voir où il y a des touches, en fait, qui intéressaient vraiment. Et ça, c'est vraiment long, ça prend du temps. Le faire tout seul, c'est compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer. Notamment, j'ai été accompagné par la SAT sur cet aspect-là, mais maintenant avec l'équipe. Et donc, vraiment, cette exploration de marché, c'est extrêmement important parce que c'est une approche qui est un peu différente, on va dire, du classique, c'est-à-dire que d'abord, on voit un besoin de marché et on développe un produit derrière. Là, si on a une techno et on va développer un produit par la suite, mais pour ça, il faut d'abord parler au marché. Donc, très important aussi, allez parler aux industriels, allez parler à votre marché. Voilà. Donc, mais après, ça dépend des projets, comme je l'ai dit. Mais dans mon cas, c'est vraiment, il fallait vraiment aller parler aux industriels. Voilà. Oui, forcément, il faut affiner en fait le besoin du client pour pouvoir après adapter en fait ton offre. Clairement, hein, donc maintenant j'utilise des mots comme vendre, hein, donc, parce que c'est un peu le but. En fait, la startup, clairement, en fait, elle peut pas, si on n'est pas capable de vendre à un moment ou à un autre, en fait, la startup, elle n'a pas lieu d'être en fait au final, parce que le but c'est de faire un produit, de faire un service à partir de la technologie. Sauf que moi, je vois je suis quand même un scientifique, hein, je ne suis pas passé du côté obscur de la force, hein, totalement. Et en gros, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que le fait de mettre un produit sur le marché, ça va faire du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, en fait, je peux l'utiliser pour refaire de l'innovation en fait, derrière. C'est-à-dire continuer à refaire de l'innovation parce que c'est ce qui m'intéresse moi. Et donc, moi, je pense que la startup, c'est un bon moyen de continuer à faire de l'innovation. Voilà, on continue. Donc, et pouvoir le faire avec pas mal de moyens, en fait, au final, parce que si on arrive à faire du chiffre d'affaires, après, ça permet d'avoir pas mal de moyens. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. C'est comme ça que j'espère que la startup évoluera. Vraiment comme une espèce d'entité qui sera capable d'innover tout le temps. Voilà, et elle aura les moyens de le faire. Donc, parce que c'est vrai qu'au début, on est deep tech, donc il y a des subventions, voilà, mais au bout d'un moment, il faut quand même penser à aller voir des investisseurs. Il faut commencer à faire du chiffre d'affaires aussi, donc, même si ça peut prendre un peu de temps en deep tech, mais tout ça, il faut l'avoir en tête. Merci beaucoup, Souhaib. J'ai Christophe qui pose une question qui dit comment choisir le bon incubateur? Il y a tellement de modèles et des gens impliqués. Est-ce que tu aurais, tu vois… Oula, ça c'est une vaste question. Alors, donc, pour passer de l'université à une start-up, la SAT, Linksum qui m'accompagnait, c'est pas mal les SAT, hein, mine de rien. Donc voilà, c'est quand même, on part de l'idée quasiment, hein, c'est vraiment très très early stage. Et donc voilà, c'est ce qu'ils savent faire. Hein, et donc voilà. Et puis après, moi, personnellement, on a choisi un autre incubateur. Aujourd'hui, on a incubé dans un autre incubateur, mais qui est lié aussi à mon parcours personnel et à mon réseau, en fait, l'incubateur de Télécom Paris, parce que moi, j'ai fait Télécom Paris. Et donc, et comme nous, on va faire du logiciel, il faut se regarder un petit peu ce qu'on va faire. Hein. Nous, on va faire du logiciel, et donc Télécom Paris, c'était quand même assez… voilà, c'était pour nous
le bon incubateur. Mais vraiment, il n'y a pas de... Il faut voir... En fait, c'est aussi, à un moment, il y a des incubateurs qui prennent des parts au capital, il y a des incubateurs qu'il faut payer. Il y a chacun un business model différent. Il y a des incubateurs qui ont plus de réputation, mais après, il faut y entrer. Donc voilà, c'est souvent comme ça, en fait. C'est un peu qu'est-ce qu'on peut atteindre de mieux avec ce qu'on a aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une recherche en continu. Hein. Ça bouge tout le temps. Il faut donner de la valeur à sa startup avec les personnes qui entrent, avec les partenariats qu'on noue avec les industriels. Ça donne de la valeur à la startup automatiquement. Donc voilà, j'ai pas vraiment de réponse claire et précise à donner sur l'incubateur. Mais voilà, il faut se renseigner un petit peu avant et voir un petit peu le modèle qui correspond mieux au moment où on choisit l'incubateur. Merci beaucoup, Souhaib. C'est très gentil en tout cas de ta part d'avoir pris la parole. Merci énormément pour ton retour d'expérience. Merci. À bientôt. Nous pouvons passer en fait à la partie questions-réponses. On a quand même répondu à quelques-unes de vos questions en direct, mais n'hésitez pas, vous pouvez poser aussi encore là toutes vos questions et on va répondre en fait à celles-ci avec David. Oui, bonjour. Et d'ailleurs, on en profitera, on pourra faire monter quelques lauréats sur scène pour répondre aux questions s'ils sont encore dans la salle. Je vois une question de Laura qui demande si l'accompagnement est différent entre un lauréat et un grand prix. Alors, l'accompagnement n'est pas fondamentalement différent. Il y a juste il faut juste avoir en tête que les grands prix seront plus facilement mis en avant dans les différents événements table ronde. Et en plus de ça, ils bénéficient d'un accompagnement vidéo qui est renforcé puisqu'ils ont, en plus de la vidéo de présentation de leur projet, un accompagnement en design fiction qui leur permet de matérialiser d'un point de vue visuel l'innovation qu'ils sont en train de développer. Et en deep tech, c'est pas mal parce que parfois, on ne comprend pas très bien ce que les gens font. Donc, ça aide pas mal. Donc, voilà ce que gagnent en plus les grands prix. Il y avait une question de Yasmine, alors à laquelle Célia a déjà en partie répondu, mais est-ce qu'il est possible d'avoir un poste en tant que salarié dans une entreprise et en même temps créer sa propre start-up? Alors, évidemment, et alors on va peut-être faire... s'il y a un des lauréats ou une des lauréates qui veut y répondre, Souhaib veut y répondre. Oui, parce que... Vas-y. Non, tu peux reformuler la question. Non, alors juste pour introduire la réponse, évidemment, tout le monde peut créer une start-up, mais je pense que ce que va nous dire Souhaib, et je te laisserai en parler, c'est peut-être qu'il faut un peu de temps pour ça, c'est ça? Oui, alors, est-ce que c'est possible d'être salarié de sa propre start-up? Oui, c'est mon cas. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, j'ai eu une période... Oui, c'était pas ça la question. Non, mais alors du coup, on peut rebondir cette question. Du coup, Souhaib, comment tu te payes aujourd'hui? Voilà, comment je me paye. Alors, du coup, voilà, on retourne la question. Voilà. Et après, on reprendra la question initiale. Mais c'est une question intéressante, Souhaib. Voilà, alors en gros, j'ai fait ma thèse. Après, j'ai fait un postdoc en fait qui a été financé par la maturation de la SAT. Et donc, j'ai pu me payer en tant que postdoc grâce à ce financement-là. Et puis après, lors de mon incubation, là, c'est la partie un peu plus touchy, où là, je suis passé sur Pôle emploi. Donc, vraiment une période où j'étais à Pôle emploi. Et puis après, au moment de la création de la startup, en fait, donc il faut savoir qu'en tout cas, dans mon cas, il a fallu mettre de l'argent personnel dans la startup. Donc voilà, il faut amener au capital. Hein. Il faut l'avoir en tête, hein, parce que des fois, on le découvre, il ne faut pas le découvrir. Mais après, derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de mettre du capital, en fait, ça va avoir un effet de levier, ça va permettre de lever des fonds un petit peu, en fait, des subventions. Parce que voilà, les subventions, en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont conditionnées souvent à des fonds propres de la startup. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de cash à l'intérieur. Mais je ne suis pas le seul, hein, vu que j'ai un associé, voilà, c'est pas aussi, c'est quand même faisable. Et puis derrière, on peut enclencher les subventions et puis commencer à se payer derrière. Et puis nous, on a un gros avantage en tant que jeune docteur. Donc, c'est ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Et donc, en fait, notre premier CDI, en gros, en fait, on va dire que le salaire est remboursé pendant 2 ans pour le premier CDI pour un doctorant. Et donc, ça, c'est un dispositif, mais il faut avoir la trésorerie en amont. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne coûte pas beaucoup à la société, normalement, parce qu'on est deep tech et qu'on a fait un PhD les 2 premières années. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est assez facile de dire à ses associés, je vais me payer, quoi. Donc, parce que bon, des fois, eux, ils ne se payent pas. Hein, donc, voilà. Donc, voilà, c'est possible. Et moi, je l'ai fait. Et je pense que voilà, il ne faut pas avoir... C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais au final, on n'est pas si mal que ça. Voilà. Très bien, merci. Et donc, pour répondre à la question de Yasmine aussi, il est possible d'avoir un poste en tant que salarié dans une entreprise et de créer sa start-up. Mais évidemment, à un moment, il y aura probablement besoin de se mettre avec plus de temps sur sa start-up.
Ah, oui, c'est plus ça la question. D'accord. En fait, Non, non, mais ça dépend de votre entreprise, en fait. Donc voilà. Alors, il y a une question de Marie. Et alors, si les autres lauréats aussi veulent monter sur scène pour répondre, il n'y a aucun. Enfin, n'hésitez pas à monter. Alors, c'est une question sur le concours. Est-ce que le soutien financier de la STT est obligatoire? Alors, ce qui a marqué dans le règlement, c'est que il faut que le lauréat, et je vais le remettre là parce que c'est exactement ce qui a marqué, que le. Hop. Excusez-moi. Non. Excusez-moi, j'ai oublié l'ordre des slides, mais on va y arriver. Je ne le trouve pas. C'est EIA. Et donc, le lauréat il faut qu'il ait un accompagnement financier sur la durée de l'accompagnement du concours. Et donc, ça peut venir à la fois soit d'un financement en maturation de la SAT, soit d'un programme qui est pris en charge par la région ou par l'université dans le cadre d'une prématuration. Mais en fait, il faut qu'il coche ces deux cases, c'est-à-dire être financé que son programme soit financé, ou en tout cas au moins son salaire soit financé, et qu'en parallèle, il soit accompagné sur la structuration de son projet. Voilà, donc, je ne pourrais pas retrouver le slide, mais de toute façon, vous pourrez le revoir dans le règlement. Ah oui, c'était là. Est-ce que le secteur culturel et artistique est parmi les secteurs visés par l'un des 3 programmes? Et donc, oui, comme l'a montré Charlotte, en fait, alors même si c'est pas... c'est du linguistique, c'est le THS au sens large, mais il n'y a pas forcément de restriction sur les thématiques pour postuler au concours. Même si souvent, il y aura des notions de propriété intellectuelle, mais vous voyez, avec le cas de Charlotte, en fait, vous pouvez complètement être en SHS et postuler. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez accompagné. À l'heure actuelle, quelle proportion de lauréats est en 2e ou 3e année de thèse ou post-thèse? Est-ce que les 30 000 € du concours peuvent être utilisés comme salaire? Alors, c'est une bonne question pour savoir qui est en 2e ou 3e année de thèse. On a plus une majorité de gens qui sont déjà docteurs, hein, ça, il faut le savoir. Je crois qu'on en a très peu qui sont pas encore docteurs, mais ça n'empêche pas, hein, évidemment. Ce n'est pas un critère discriminatoire. Et est-ce que les 30 000 € du concours peuvent être utilisés comme salaire? En fait, il y a une partie de ces 30 000 € dans le cadre de la bourse French Tech, si vous êtes une personne physique, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore créé votre start-up, sur lequel vous n'avez pas à justifier la dépense. Et donc, on considère que ça peut faire partie des frais de vie. Donc, ce n'est pas tellement un salaire, en fait, mais c'est une partie de la bourse que vous pouvez conserver pour vous financer. Mais elle est plutôt limitée, hein, je crois que c'est dans les 7 ou 8 000 €. Mais ça, il faudra, une fois que vous serez lauréat, demander à votre chargé d'affaires BPI France. Lucie, tu voulais intervenir? Oui, on ne voit pas. Non, excusez-moi, je voulais juste revenir pour les industries culturelles et créatives. Donc, bien sûr, comme tu l'as dit, David, le concours est ouvert à toutes les thématiques du moment que c'est Deep Tech. Mais j'en profite pour ajouter, parce que je crois que Marion, je ne sais pas, nous a peut-être quitté, mais pour ajouter que l'État a lancé des stratégies d'accélération sur certaines filières, et les industries culturelles et créatives en font partie. Donc, je vous invite, en fait, à l'heure actuelle, au niveau des financements, il y a 2 volets, c'est-à-dire une partie qui est structurelle, qui permet de lancer tous les projets, et une autre partie, ce qu'on appelle les stratégies d'accélération, où on a renforcé les financements. Donc, je vous invite à aller visiter le site du SGPI, Secrétariat Général pour l'investissement, qui met bien en avant les différentes stratégies et aussi le volet structurel. Voilà. Merci Lucie, et merci pour ces précisions. En effet, il y a en ce moment beaucoup de dispositifs pour accompagner l'innovation qui sont lancés par l'État. Ouais, c'est aussi pour renforcer l'idée que vous avez tous dit, ePhD, c'est une porte d'entrée, mais sachez que c'est pas du tout la fin. Au contraire, je crois que ça a bien été dit par tout le monde, vous serez soutenu pour toute la durée de votre projet. Ouais. Alors, il y avait une autre question qui était intéressante, qui est un peu plus globale, mais qui touche un peu avec ce qu'a dit Souhaib sur le... Enfin, il y a 2 questions en une. Comment garder une certaine indépendance dans sa start-up vis-à-vis des investisseurs? Doit-on forcément abandonner la direction? Et donc là, peut-être que
Souhaib, c'est l'occasion de revenir sur scène pour y répondre. Oui, je vais pouvoir répondre. Donc nous, on commence à parler aux investisseurs. Donc voilà, ils commencent à avoir un intérêt. Donc on discute avec eux. Donc il n'y a pas encore d'investisseurs, donc je ne peux pas dire exactement. Mais bon, après, moi j'ai mon associé qui est quelqu'un qui a entrepris. Ça fait 15 ans qu'il entreprend, donc il connaît bien ces problématiques-là. Il m'en parle. Oui, en fait, on va dire, comment dire ça? On va dire qu'il y a beaucoup de rapports de force. Voilà, ça dépend vraiment c'est des négociations en fait. À chaque fois, qu'est-ce que chacun apporte? Et donc derrière, voilà, de négocier, de dire bon ok, vous investissez. Et puis derrière, ici, on fait ça. Voilà. Donc si on a plein d'investisseurs qui veulent investir, forcément, on a plus notre mot à dire. En fait, c'est plus simple de dire nos conditions, qu'on veut que ça soit comme ça. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez d'avoir des investisseurs chez vous ou pas, est-ce que vous en avez besoin. Voilà, est-ce que vous voulez faire du chiffre d'affaires rapidement et donc les investisseurs, c'est pas forcément ce que j'ai envie aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui, de toute façon, on n'est jamais tout seul. C'est très rare. En fait, je pense pas que ces aventures peuvent se faire tout seul. Personnellement, hein. Il faut vraiment être entouré. Et donc c'est toujours des compromis, des négociations à faire. Donc même avec mon associé, j'ai dû négocier en fait pour savoir comment on dirige la société. Donc on a écrit sur papier, comment ça va se passer. Voilà. Donc c'est vraiment des négociations en fonction de ce que chacun apporte et de ce que chacun veut. Ce qui est important, et ça, la SAT, je pense, serait d'accord avec moi parce que c'est aussi un conseil qui me donne beaucoup, c'est de dire ce qu'on veut, vraiment. C'est-à-dire que quand on a des associés, parce qu'un investisseur, c'est aussi un associé, c'est pas juste quelqu'un qui met un ticket. Et donc, il faut clairement dire ce que nous, on veut, quelles sont nos ambitions, et pas dire dans sa tête, ça va passer, ou j'ai peur de le dire, ou des choses comme ça. Il faut vraiment être clair sur ce qu'on veut. Ça, c'est pas facile, surtout chez on va dire le profil scientifique, ils font pas forcément ça tout le temps. C'est vraiment de dire, moi, ça, j'accepte, ça, j'accepte pas. Moi, je veux ça, ça, c'est mon ambition. Et puis derrière, les personnes, voilà, ils vont comprendre et ça va mieux se passer en général par la suite. Voilà, ça, c'est un peu conseil que j'ai. Merci Souhaib. Alors, on a une question de Zoubida qui nous demande s'il est possible d'avoir un support pour candidater au iPhD et remplir le dossier. Le support, généralement, vous l'aurez avec votre structure de transfert de technologie, parce qu'on est régulièrement en lien avec eux et ils ont aussi beaucoup de questions à nous poser et donc ils pourront vous aider là-dessus. Comme disait Carla, c'est pas eux qui vont vous remplir le dossier, mais ils pourront vous aider à le remplir. Une question de Rana, comment se rapprocher d'un chercheur porteur de projet pour devenir son associé? Alors, pour fonder une startup, Rana, ça tombe bien que vous posiez cette question, parce qu'on a lancé au niveau de BPI France, exactement, merci Charlotte, le service Tandem, qui est sur la plateforme LeDeepTech, qui a été créée par BPI France, qui est un service de mise en relation entre chercheurs qui ont un projet et qui recherchent un associé. Et donc, vous pouvez prendre contact avec eux pour devenir cofondateur d'une startup issue de la recherche. Donc, on vous mettra l'adresse dans le chat, mais vous pouvez taper sur Google. Après, vous en précisez pas pour vous déconnecter, hein, mais c'est Tandem LeDeepTech. Amandine qui nous demande est-ce qu'on peut en dire plus au sujet de la bourse French Tech. En fait, la bourse French Tech, donc c'est une bourse French Tech classique, donc il y a beaucoup d'informations qui circulent dessus sur Internet. Et en fait, à partir du moment où vous êtes lauréat du concours, vous pouvez la demander l'année suivante. En fait, ce qui se passe au niveau de BPI France, c'est que on prend le nombre de lauréats et on met de côté une enveloppe financière pour ces lauréats pour qu'ils puissent demander la bourse French Tech. Et ensuite, vous demandez la bourse French Tech en tant que lauréat IPHG. Et donc, il y a une instruction quand même de votre dossier, mais ça n'empêche pas que vous pourrez l'avoir et qu'en tout cas, vous avez 2 ans pour la demander et elle vous sera réservée pendant ce temps-là. Donc, voilà. Nous avons une nouvelle question de David. Pour David. Oui, alors je me suis posé cette question. Est-ce que Tandem propose aussi le service inverse? Alors, en fait, sur Tandem, non, ceux qui proposent un projet, c'est une bonne question, hein, d'ailleurs. Ceux qui proposent un projet sur Tandem peuvent, donc c'est les chercheurs, hein, et c'est eux qui proposent leur projet. Et donc, c'est les entrepreneurs un peu plus business, ou en tout cas les gens qui veulent s'associer, qui y répondent. On n'a pas encore le système inverse. Par contre, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez travailler avec des chercheurs, vous pouvez nous laisser votre adresse mail sur Tandem, et ensuite, on vous enverra régulièrement des offres qui peuvent éventuellement vous correspondre et des organismes de transfert de technologie pour prendre contact avec vous en disant « j'ai un projet à vous proposer ».
pour vous associer. C'est un super service, hein, Tandem. Je crois qu'on a déjà 45 offres qui ont été publiées. Il y a déjà eu une centaine de rencontres qui ont eu lieu. Enfin, je ne dis pas ça pour nous lancer des fleurs, mais voilà. Est-ce que, David, tu peux nous définir du coup CEO et CTO? Parce qu'on c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas défini en détail. Oui, alors, est-ce qu'on peut rappeler sur scène, on peut rappeler Émile, parce que Émile, est-ce que tu avais parlé de ça? Alors, je ne sais pas si tu es encore là. Parfait. Et voilà, c'est peut-être mieux si c'est Émile qui répond. Émile, comment tu définirais CEO et CTO? Parce qu'on en a beaucoup parlé et peut-être que tout le monde ne le sait pas. Le CTO, ce sera la personne qui va gérer toute la partie innovation, technologie et science de la startup, tandis que le CEO, c'est la personne qui va gérer plutôt la partie business, avec aussi ce regard de tout gérer au sein de la startup. Il va avoir une vision globale. Le CEO, c'est l'équivalent du PDG de la startup, qui va gérer tous les aspects de la startup, mais il va s'intéresser, lui, il va être focus sur la partie business, tandis que le CTO, lui, il va s'intéresser principalement à la partie science et innovation. C'est lui qui va développer la technologie de la startup, en fait. Donc, CEO, c'est Chief Executive Officer et CTO, c'est Chief Technical Officer. Ça peut peut-être vous aider, mais c'est un questionnement, en effet, qu'on va avoir beaucoup d'entrepreneurs. J'allais t'inviter, Saïd, parce que toi, tu es CTO. Je peux intervenir. En fait, CEO, CTO, c'est anglo-saxon. Hein. Donc, en France, en général, on fait une SAS. Et il y a ce qu'on appelle le président, qui est à part, et le directeur général, qui est à part, en fait. Donc, dans les papiers, hein, je parle. Et donc, et nous, par exemple, dans notre société, le directeur général et le président, ils ont les mêmes pouvoirs. Voilà, ça, c'est possible de faire ce genre de choses. Après, CEO, CTO, c'est plus quelles sont les tâches qui sont allouées à chacun. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Il faut le voir comme une fonction, plus vraiment qu'un titre. Voilà, donc CEO, c'est vrai que c'est celui qui représente la société à l'extérieur, voilà, vraiment. Et c'est lui qui va communiquer en général, voilà, c'est lui qui va s'occuper de la partie business, lui qui va être en lead devant les investisseurs. Puis le CTO, il va plus être à l'intérieur, on va dire, et gérer un petit peu la société, la techno, l'innovation, comme l'a dit Emile. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup cette confusion-là. Il n'y a pas de PDG, en fait, dans la SAS, hein, quand on l'a créé, ça n'existe pas, président, directeur général, c'est président et directeur général. Et puis après, on choisit un petit peu en fonction de, voilà. Donc, par exemple, moi, je suis président de la société alors que je suis CTO. Donc voilà, c'est un peu. Voilà, faites attention. On a une question de Victor qui nous demande, alors, je vais la lire en anglais. De la discussion. Is it possible for a postdoc to apply for IPHD? And the answer is yes. You can apply until 3 years after your PhD. So when you're a postdoc, you can. C'était la petite réponse en anglais. Une question de Marie qui est intéressante. Que se passe-t-il si une fois lauréat, le projet finalement n'arrive pas à être emmené au bout? C'est la vie des projets. Hein. Voilà, c'est le principe d'une startup. Il y en a qui n'arrivent pas au bout. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'on ne va jamais vous pousser à créer vos startups si vous n'êtes pas prêt ou si le projet ne va pas forcément arriver au bout. Et donc, il y a toute une phase de coaching en fait, qui vous permet de savoir quel entrepreneur vous êtes et si vraiment vous avez envie d'y aller. Et donc, voilà, il n'y a pas de... C'est pas grave si le projet ne va pas au bout, c'est la vie et vous en retrouverez un autre. Et puis, ça fait partie de la vie des startups. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je suis en train de regarder. Ouais. Vous pouvez encore nous poser quelques questions en direct. Tac. Non, écoutez, faut savoir qu'en tout cas que vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire par la suite. Et donc... On a quand même une petite surprise à leur annoncer quand même, David. Oui, on aimerait bien avoir votre petit feedback et donc on va vous dans un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire, mais aussi un questionnaire qui vous permet de poser d'autres questions parce qu'en fait, nous l'idée c'est que ces rendez-vous, comme on l'a fait l'année dernière, on avait lancé la boîte à questions IPHD, c'est-à-dire des webinaires réguliers pour répondre aux questions des doctorants.
et des chercheurs sur l'entrepreneuriat. Donc là, cette année, on va faire, ça va être double. Il va y avoir à la fois ces webinaires qui vont être faits d'ici la fin des candidatures du concours, mais aussi des podcasts qui vont être faits pour répondre à des questions très précises sur la création de start-up quand on est chercheur. Et donc, pour ça, on a besoin aussi de savoir quelles sont vos questions et quelles sont les questions que vous vous posez. Et donc, dans le petit questionnaire qui va suivre, dont on va vous mettre le lien, il faudra, on est preneur de ces questions. Et donc, pour les 10 premiers répondants à ce questionnaire, vous gagnez un abonnement d'1 an à The Meta News, qui est un journal pro-chercheurs, un journal pour les chercheurs. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous mettre le lien dans la discussion. N'oubliez pas d'y répondre. Et on reste disponible, en tout cas, si vous avez des questions. L'adresse est iphd @bpifrance.fr. On vous donne rendez-vous pour la suite parce que voilà, si vous avez participé, on vous ressollicitera peut-être pour d'autres webinaires ou d'autres questions. Et on vous remercie, on vous souhaite bon courage pour celles et ceux qui vont postuler et on espère que vous serez d'excellents candidats. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Merci à Célia pour l'animation et à très vite. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.